Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce moment pour cette édition. Au sommaire, remise ce jeudi à Fomboni-Moéli des attestations de fin de formation à des jeunes porteurs de projets au terme de 15 jours de formation. Début ce jeudi à Moroni des épreuves orales du BPC, brevet d'études du premier cycle. Comme annoncé dans nos précédentes éditions, les résultats du deuxième groupe des épreuves orales du baccalauréat, session 2022-2023, sont proclamés ce jeudi à Moroni. Sur les 1584 candidats autorisés à passer le deuxième groupe, seul un candidat de la série A4 ne s'est pas présenté. À en croire le président de jury, les épreuves orales se sont bien déroulées car les 1583 candidats qui se sont présentés ont tous obtenu la moyenne, soit un taux de pourcentage de 99,93% de réussite. Écoutons. Nous sommes arrivés à la phase finale de déroulement des examens du baccalauréat centre de Moroni, session 2023-2024. Après avoir délibéré, après la première délibération, nous avons passé à la phase des épreuves orales du deuxième groupe. Sur 1584 candidats qui ont été autorisés à passer les épreuves orales du deuxième groupe, nous avons 100 1583 qui se sont présentés au centre d'examen. Un candidat a désisté et donc ce candidat est de la série A4. Donc sur 780 candidats de la série A4 qui ont été autorisés à passer les épreuves orales, 779 se sont présentés et ont passé les épreuves orales du deuxième groupe. Et par conséquent, nous avons 99,87% de réussite de façon globale, le taux global de réussite. En deuxième groupe, nous avons 99,93%. Et les épreuves du BPC pour le deuxième groupe ont débuté ce vendredi au lycée Saïd Mohamed Cheikh de Moroni. 1018 candidats sont autorisés pour le centre de Ngazidja. Reportage de Oussamidine Benhamed et Ibrahim Kavavo. 1018 élèves sont convoqués à se présenter ce vendredi au lycée Saïd Mohamed Cheikh pour passer aux épreuves du deuxième groupe du brevet d'études du premier cycle. Au total, 90 professeurs ont été appelés à assurer l'examen. 30 enseignants pour le français, 22 pour la mathématique, 20 pour la physique-chimie et 18 pour la science naturelle. Les membres du secrétariat de l'examen avaient enregistré 23 absences au niveau des enseignants, remplacés avant le début des épreuves. Normalement, les enseignants qui devraient examiner les enfants en oral doivent avoir des convocations avant l'avant-veille pour venir se préparer. Bon, cela n'a pas été vraiment effectif, mais on a pris des dispositions pour que ces enseignants qui s'absentent peuvent être remplacés. Donc en français, on avait 6 enseignants de manque, on les a remplacés. En mathématiques aussi, on avait 6 enseignants de manque, on les a aussi remplacés. En SPT 3 et puis en sciences physiques 8. Mais tous les remplacements ont été effectués. Je donne comme conseil aux parents d'être tranquilles, de tranquilliser les enfants parce que nous sommes les parents, nous sommes tous des parents, nous sommes les enseignants de ces enfants, nous sommes les responsables de ce pays. Donc là, on va prendre toutes les dispositions pour que les enfants travaillent dans de bonnes conditions. Un élève a coché la SVT cette matinée, il s'était trompé, mais lorsqu'il arrive, l'après-midi par exemple, on peut avoir une solution pour qu'il passe son épreuve comme souhaité. Les élèves restent toujours courageux et optimistes. Ils apprécient également le comportement des professeurs et la manière dont ils posent les questions. L'examen du BPC était totalement facile. Les questions des profs étaient faciles. Les profs avaient des comportements bien. Je conseillais à mes collègues d'être attentifs et d'être tranquilles. Pour moi, il était bien passé, alhamdoulilah. Premièrement, il faut réviser les tests. Il s'est bien passé, alhamdoulilah, c'était pas trop dur ni trop facile. Il posait des questions de cours et ceux qui étaient dans le texte, c'était pas trop dur. Premièrement, ils ne devraient pas avoir peur parce que s'ils ont peur, ils ne peuvent pas répondre à la question. Et deuxièmement, ils devraient se consacrer à étudier vraiment les textes, la présentation, l'idée générale et le résumé. Les élèves ont jusqu'au dimanche pour passer toutes les épreuves de cette deuxième phase de l'examen.
Point de presse à l'IFERU par les autorités de cette institution. Celui-ci avait pour but essentiel de sensibiliser l'opinion publique sur les résultats de l'examen du baccalauréat et ceux du BPC, brevet d'études du premier cycle, session 2022-2023. Force est de reconnaître que les résultats de cette année n'ont pas répondu à l'attente des professeurs, voire des parents. Reportage de Mohamed Saïd. Les résultats des examens viennent de tomber. Du collège au lycée, même dans les universités, les instituts, le bilan s'affiche inquiétant, voire d'une extrême bassesse au niveau du bac et du BEPC. Au-delà de chiffres et des pourcentages où s'entremêlent analyses et commentaires des uns et des autres, une incontestable réalité émerge de ce sombre tableau de bas niveau de nos enfants en manque de fréquentation des bibliothèques qui regorgent d'innombrables œuvres de littérature comme de sciences, de langues, de technologies, pouvant booster le désert de connaissances des élèves et des étudiants qui composent et qui, une fois de plus, confirme une descente aux enfers de niveau qui appelle à une prise en compte d'une situation qui demande une solution rapide et appropriée. Le docteur Abdou Hamada, pédagogue et enseignant-chercheur à l'IFERE et à l'UDC, reconnaît une situation difficile pour nos enfants. À l'issue des examens du bac, du BPC et des concours d'entrée en 6e, d'examen de 6e, la communauté éducative commence à s'alarmer sur les mauvais résultats en se basant sur des chiffres. Et cette inquiétude est relayée par les médias en disant qu'au fil des années, les pourcentages d'admis ne font que régresser. Le problème, c'est que le pourcentage ne sont pas des critères, des indicateurs suffisants pour juger de la santé de l'éducation, du système éducatif. La cause la plus grave, c'est le niveau de compétences linguistiques des élèves. Après les résultats et cette baisse incessante de niveau constatée ça et là pour l'éducation et le programme d'enseignement qui accuse d'énormes failles, quelle solution pour remédier à ces résultats en chute libre? La réponse du docteur Abdou Hamada. Il faut que le système éducatif renforce l'enseignement du français à travers différentes approches de l'enseignement du français, comme le FLE par exemple. Introduire l'enseignement du FLE dans le système éducatif comorien. Et les examens de passage soient sanctionnés par des moyennes en français. Donc exhorter les élèves à la lecture, la production écrite, évidemment, former les enseignants dans l'enseignement du français. Nous avons tellement la conviction que cela peut améliorer la donne. Donc, on a des exemples. Les écoles qui ont compris l'intérêt d'utiliser la langue française, d'entraîner, d'exhorter les élèves à parler, à s'exprimer en français. On voit qu'il y a une différence dans les réussites scolaires de ces élèves-là. Quel que soit le bilan qui s'affiche à chaque fin d'année scolaire dans les établissements, il est vraiment temps d'inverser la tendance négative qui s'est accrochée au programme d'enseignement national et remédier à ce qui s'apparente à une situation de facto prédestinée. Autre volet de cette édition, l'Union des Comores s'apprête à organiser les élections présidentielles, celles des gouverneurs des îles. Pour cette organisation, le ministère de l'Intérieur, en charge de ces élections, rassure la population que les préparatifs vont bon train. Nous nous préparons convenablement. À la demande du chef de l'État, il veut des élections transparentes, des élections libres, et des élections qui ne seront pas entachées de quoi que ce soit.
Donc nous sommes là pour accompagner la CENI pour la préparation de ces élections. Donc en notre qualité de comité de suivi, nous avons un comité de suivi qui est composé des membres de l'opposition comme des membres du pouvoir. Nous sommes en train d'étudier les voies et moyens pour que nous ayons des élections libres et transparentes. Bon, les élections présidentielles sont libres. Tout Comorien âgé au minimum de 35 ans peut postuler. S'il se voit capable de prendre cette responsabilité, il peut postuler. Donc tout le monde, la condition numéro 1, c'est d'être comorien et puis d'être âgé de 35 ans minimum. Tout ça, c'est précisé par une loi qui a été promulguée récemment par le chef de l'État. Il y a postulé et validation. On peut postuler, mais il y a quand même les responsables juridiques, comme la Cour suprême, qui va valider ou invalider la candidature. Dans ça, c'est prévu partout. Et c'est prévu notamment par la loi en question. PICA 269 est une équipe de jeunes réalisateurs de la diaspora. Celle-ci séjourne actuellement dans le pays pour une présentation d'Enarangou de cette grande première de court-métrage intitulée Miyandi. L'équipe de jeunes réalisateurs n'est donc pas à son premier coup d'essai. Il y a eu précédemment le film Amani avant la projection de demain samedi à l'Alliance de Moroni. Mohamed Najim, un des réalisateurs, s'est confié à Mohamed Saïd. Actuellement, je suis venu aux Comores par rapport à notre projet, parce qu'on a un nouveau film qui s'appelle Miyandi, qui sera en avant-première le 5 août 2023 à l'Alliance. Alors Miyandi, ça parle de sacrifice, parce que quand on voit très bien, bon, il y en a peu des Comores qui le sachent, quand il y a les élections, certains candidats qui font des sacrifices d'enfants. Donc nous, on s'est basé là-dessus pour parler de cet acte. Après l'Alliance, il y aura une projection à Mbéni. Ça sera le jeudi. Si je ne me trompe pas, c'est le 9, jeudi 9. Après, on sera à Kombani le 15 août aussi. Et d'autres villes, mais on n'a pas encore confirmé les dates. Direction maintenant sur l'île de Moélie où l'Union des chambres de commerce et l'unité de gestion de projets Facilité Emploi ont procédé ce jeudi à Famboni à la remise des attestations de fin de formation à des jeunes porteurs de projets. La formation avait une durée de 15 jours avec comme thème la culture entrepreneuriale. L'objectif est donc d'aider les jeunes porteurs de projets à l'inclusion financière. Reportage de Elda Hamidi et Tchen Mohamed Elami. Après 15 jours de formation, accès à la culture entrepreneuriale et à l'éducation financière, 25 jeunes porteurs de projets sont sélectionnés pour la dernière phase. Ceux qui ne sont pas retenus se sont vus remettre des attestations de réussite en guise de reconnaissance pour leur persévérance dans le secteur entrepreneurial. C'est un programme qui entre dans le cadre du projet Djiroumé, financé à hauteur de 233 781 000 francs comoriens par l'Agence française du développement AFD et exécuté par l'UCCIA. Son objectif est d'aider les jeunes porteurs de projets en créant au moins 200 emplois directs et indirects, dont 50% des femmes et majoritairement du milieu rural. Pour mieux mettre en œuvre ce projet, on a identifié plus de 3 phases, d'accord, pour mieux encadrer les jeunes, en tout cas les jeunes entrepreneurs potentiels, à mieux s'imprégner déjà de tous les processus et les mécanismes, en tout cas liés à l'entrepreneuriat en général. Donc il y a eu une première phase qui était destinée justement à choisir des idées de projets en cohérence avec des secteurs prioritaires que nous on avait déjà choisis. Cette remise n'est au hasard puisque 40 jeunes porteurs de projets ont été sélectionnés dans la première phase de ce projet, dont 25 sont retenus après le tirage selon les projets proposés. Dans la vie professionnelle, c'est un modèle peut-être à suivre parce que on ne peut plus se contenter d'une seule activité
génératrice de revenus aux Comores, c'est un fait malheureusement qui est réel. On a besoin de beaucoup travailler et il faut se lancer. Toutes les opportunités en fait qui s'ouvrent à nous, il faut les saisir. Les jeunes sélectionnés se disent satisfaits de ce choix qui leur permettront d'être insérés dans la sphère économique sans dépendre de la fonction publique. Tel est le cas de Loukil Mourtada qui s'est lancé dans la culture des tarots dans l'île afin de lutter contre l'insécurité alimentaire. Selon le recensement fait dans le pays, le taux du chômage moyen est de 22%. Il est de 36% chez les jeunes de 15 à 25 ans, soit 44% de la population comorienne vit au seuil de la pauvreté. Sur 25 jeunes entrepreneurs, 15 seront sélectionnés dans les prochains jours afin de bénéficier de ce financement pour se lancer dans leurs activités prévues. Un choix qui va réduire la pauvreté dans le pays. Et la Caisse de retraite des Comores, à travers le projet Inclusion financière de la Banque centrale, compte mettre en place un système de digitalisation pour la directrice générale de la Caisse de retraite, Mouni Fatoumia. Ce vaste projet est nécessaire pour la bonne conduite des travaux. Pour mener à bien ce projet, un renforcement de capacité du personnel et recrutement des jeunes informaticiens s'impose pour lutter contre la cybercriminalité. Écoutons. Nous avons été sélectionnés à partir d'un projet de la Banque centrale consistant à numériser un peu le flux financier. Donc du coup, nous sommes partie prenante de ce projet-là. Donc ce projet consiste à essayer de numériser, en quelque sorte informatiser, si vous voulez, toutes les tâches qu'on effectue quotidiennement au niveau de la caisse de retraite. Donc c'est un projet qui va nous apporter beaucoup plus en termes d'infrastructure, en termes de logiciels. Consiste à essayer d'apporter une valeur ajoutée vis-à-vis des travaux qu'on effectue au quotidien. Un projet normalement qui devrait, à l'heure qu'on est en train de faire cette interview, qui devait démarrer, mais suite à des aléas, donc on a reporté l'appel d'offres. Quand on parle de digitalisation, donc cela va de soi qu'on est en train d'informatiser tous les processus métiers de la caisse. Donc là, on est en train de travailler avec des données. Donc on va bien évidemment avoir des portails web sur Internet. Donc du coup, il y a cet aspect sécurité. Donc cet aspect sécurité est extrêmement important pour pouvoir sécuriser les données personnelles. On va bien évidemment avoir une volet formation pour essayer de renforcer les capacités des agents de la caisse. Mais il y aura bien sûr une expertise extérieure qui va essayer de renforcer aussi également les capacités, qui va essayer d'apporter une expertise sur la sécurisation des données. Et dans la page internationale, le Sénégal participera à une éventuelle intervention militaire au Niger si la CEDEAO décide une telle action. Le président du Zimbabwe, Emerson Mnangagwa, a inauguré ce jeudi une centrale électrique financée par la Chine. Et l'ancien président américain a plaidé non coupable ce jeudi au tribunal fédéral de Washington. Le milliardaire de 77 ans est poursuivi pour une tentative visant à inverser les résultats de 2020 aux États-Unis. Reportage du Africa News et France 24. Si la CEDEAO décide d'intervenir militairement au Niger, elle peut compter sur l'appui des soldats sénégalais. C'est ce qu'a déclaré lors d'une conférence de presse à Dakar la ministre sénégalaise des Affaires étrangères Aïssa Tall Sall. La CEDEAO a donné aux autorités à Niamey un ultimatum jusqu'à dimanche pour établir le président renversé Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Pourquoi nos soldats doivent y aller? Ils doivent y aller pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes dans une organisation communautaire qui en a décidé ainsi et qui s'appelle la CEDEAO. Et le Sénégal a une signature internationale. Il ne peut pas être membre de la CEDEAO et se soustraire aux décisions que la CEDEAO au sommet des chefs d'État prend. Et le Sénégal est un membre éminent de cette organisation communautaire. La deuxième, c'est que la conviction du Sénégal, c'est qu'il faut arrêter ces coups d'État. Voilà pourquoi on y va.
Sur les 15 pays que compte la CEDEAO, le Niger est le 4e depuis 2020 à connaître une prise de pouvoir par la force. Pour la chef de la diplomatie sénégalaise, il faut que ça cesse. Pourquoi on ne l'a pas fait pour Mali? Pourquoi on ne l'a pas fait pour Guinée? Pourquoi on ne l'a pas fait pour Burkina? Et pourquoi on le fait pour Niger? Si je donne une réponse simple, je dis parce que c'est le coup de trop. Mais si je donne la vraie réponse, c'est parce que la CEDEAO a voulu éprouver sa patience et son dispositif jusqu'au bout. Une réunion des chefs d'état-major des États membres de la CEDEAO sur la situation au Niger se tient actuellement au Nigeria. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a inauguré une centrale électrique jeudi dans la ville de Hwange, dans le nord-ouest du pays. Cette nouvelle centrale de 600 MW est l'un des 4 projets énergétiques entrepris grâce à un prêt d'1,2 milliard de dollars de la Chine. Pour le chef de l'État, elle devrait être un catalyseur essentiel du développement, le pays étant confronté depuis des années à de graves pénuries d'électricité. Pour tout développement, pour toute modernisation, l'énergie des pays en développement est un catalyseur essentiel de notre industrialisation. La première fois que j'ai mis les pieds ici, c'était en 2018. Et cette centrale est l'accomplissement de ce qui était prévu lorsque nous avons posé la première pierre. Lors de la visite de la centrale, Mnangagwa a vanté les mérites de sa collaboration avec la Chine. Rappelons-le, le pays d'Afrique australe n'a plus accès au financement du FMI et de la Banque mondiale en raison d'arriérés de paiement. Nous avons décidé de nous tourner, premièrement, vers nos propres ressources nationales pour survivre. Deuxièmement, nous devons nous rapprocher de nos amis traditionnels qui nous soutiennent dans notre volonté de faire un bond en avant aux côtés des autres pays en développement. Et c'est ce que nous avons réussi à faire. À l'approche des élections nationales du 23 août prochain, Emmerson Mnangagwa enchaîne les inaugurations depuis le début de la semaine. Lundi, il a inauguré une mine de charbon et une clinique mercredi avant de lancer la centrale. Des rues barricadées, des centaines de policiers, des journalistes venus du monde entier pour une audience de quelques minutes à peine. La comparution ce jeudi de Donald Trump devant le tribunal est avant tout formelle. Après une prise de ses empreintes, l'ancien président a le choix, plaider coupable ou non coupable. Le milliardaire de 77 ans prend la deuxième option. Après sa sortie du palais de justice, il contre-attaque. Pour lui, cette procédure est une machination. C'est un jour très triste pour l'Amérique. Quand vous regardez ce qui est en train de se passer, c'est une persécution d'un opposant politique. Ce n'était pas censé se produire aux États-Unis. C'est la persécution de la personne qui mène de très loin dans la primaire républicaine et qui devance Joe Biden de beaucoup. Et donc, quand vous ne pouvez pas le battre, vous le persécutez, vous le poursuivez en justice. On ne peut pas laisser ça se produire aux États-Unis. Dans l'acte d'accusation de 45 pages, la justice fédérale lui reproche d'avoir tenté de renverser le résultat de l'élection de 2020. Les procureurs affirment que Donald Trump savait qu'il avait perdu l'élection et qu'il a menti à plusieurs reprises au sujet d'une fraude électorale massive. Dans le même temps, le président déchu aurait fait pression sur des fonctionnaires pour qu'ils modifient les résultats des urnes pour qu'ils puissent rester en fonction. Des accusations très graves, des crimes pour la loi fédérale. Mais pour ses partisans venus le soutenir, rien n'entache l'aura de leur champion. Et ce procès est un complot. Je pense que c'est politique. Je veux dire qu'il pourrait s'en prendre à beaucoup d'autres politiciens, y compris Biden, et avoir plein d'affaires sur eux. Ce n'est qu'une petite affaire. Ils essaient de le ralentir ou de l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle. La bonne nouvelle, c'est que Trump va probablement gagner encore 5 points dans les sondages aujourd'hui. DeSantis va probablement perdre 2 ou 3 points parce que c'est ce qui se passe habituellement à chaque mise en accusation. Une poignée de manifestants hostiles aux manias de l'immobilier ont aussi donné de la voix aux abords du palais de justice. Malgré ses nombreuses difficultés juridiques, Donald Trump reste le favori du Parti républicain pour l'élection présidentielle de 2024. Et c'est avec la page internationale que se termine cette édition. Mais avant de se quitter, nous vous rappelons les principaux titres remises ce jeudi à Famboni-Moélie, des attestations de fin de formation à des jeunes porteurs de projets au terme de 15 jours de formation.
Début ce vendredi à Moroni des épreuves orales de BPC, brevet d'études du premier cycle. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur ORTC. Au revoir.